JavaScript est un langage qui n'est pas typé d'origine. On en parle pour des futures versions de JavaScript. Pour l'instant, c'est pas le cas, dans la norme en tout cas. L'objectif est d'ajouter une surcouche en fait au JavaScript pour venir faire différentes choses, en tout cas améliorer la qualité de notre JavaScript. Ça nous permet de détecter des erreurs en amont. Ça permet d'analyser et d'avoir une meilleure analyse et une meilleure lisibilité du code. De par son écriture, on comprend tout de suite ce qui est attendu. Par exemple, si la variable qu'on est en train de lire est attendue en étant une string, c'est beaucoup plus parlant puisqu'on le voit. TypeScript nous impose de dire que c'est une string. Et aussi, on a des supports des IDE qui sont plus performants, car on retrouve plus rapidement notre code grâce à l'autocomplétion ou des choses comme ça directement. Alors TypeScript, ça va nous emmener de la qualité, de la rapidité, de la visibilité et de la maintenabilité. C'est ces quatre pans qui sont hyper importants. Ça nous permet d'harmoniser et de sécuriser la qualité du code, aussi de modéliser des API, des données d'interface assez rapidement, d'avoir un meilleur feedback sur, en tout cas, notre projet s'il y a une régression à un moment donné. Imaginons, j'ai écrit un modèle, j'attends pour l'ID du client un number, et côté API, ils ont changé cette valeur, ça devient plus un number mais une string parce qu'ils ont intégré des chiffres et des lettres. Je vais vite avoir des retours qui vont me dire que mon code n'est plus fonctionnel. Du coup, là maintenant, c'est aussi plus facile, puisque l'extension du code est plus simple et plus rapide. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Là, j'ai plus de slides. Je vais vous faire une démo rapidement de ce que j'ai pu faire au cours de mes 15 années d'expérience et que j'ai créé tout au long des fil des années au fur et à mesure des projets que j'ai pu faire. Donc, dans cette slide, vous trouverez un lien qui mène vers mon localhost, mais donc j'aimerais à terme pouvoir vous mettre à disposition. C'est un site web que j'ai écrit sous la forme d'un VuePress, donc j'aimerais mettre à disposition cette URL. Je vais essayer de faire ça en interne en tout cas. Et après, vous avez le lien pour les développeurs vers le Gitee sur lequel vous pouvez cloner et du coup le lancer sur votre local si vous voulez. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voici on voit bien l'écran là, du coup, ça a bien changé de. Ouais. Voici ce que j'ai pu créer. Moi, j'ai appelé ça la Front-End Factory méthodologie. C'est la Bible pour les développeurs avec lesquels je travaille sur les projets sur lesquels je travaille en tout cas. C'est quelque chose qui leur permet de démarrer sur un projet. Donc, ils ont toute une partie onboarding qui leur permet de savoir voilà, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Je vois que les images ne sont pas passées toutes là, donc il manque une image, il faudra que je regarde. En gros, ils savent exactement quel est leur programme en arrivant. Le premier jour, qu'est-ce que je vais faire, deuxième jour, qu'est-ce que je vais faire, ainsi de suite. Et ensuite, ils ont toutes les informations de ce qu'ils doivent installer sur leur machine, les prérequis, où sont les licences, comment fonctionne tel outil, si je prends Sketch, voilà, comment ça marche, des règles de base sur l'accessibilité pour les sites web, comment je code si je fais du React. Il y aura prochainement la même pour Vue.js, j'ai pas eu le temps de la faire encore. Des sources de e-learning, des exercices pour s'entraîner, pour travailler. Et si on travaille sur des CMS spécifiques, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur beaucoup de CMS spécifiques comme SAP Hybris ou Salesforce Commerce Cloud et Sitecore. Symfony n'est pas vraiment un CMS. Mais c'est toutes les données que j'ai pu recenser pour chacun de ces projets. Quand la personne a fini son onboarding, elle a la possibilité d'accéder derrière à la méthodologie que j'ai écrite. Et cette méthodologie, donc, c'est représenté sous plusieurs pans. Donc, les guidelines front-end basiques, c'est-à-dire vraiment qui n'ont rien à voir avec le langage derrière, mais plutôt vraiment comment travailler. Ensuite, toute une partie sur les guidelines CSS, donc avec toutes les règles que moi j'utilise et qui sont des règles principalement souvent très génériques qu'on peut trouver dans beaucoup de projets qui suivent aussi, par exemple, les règles de Airbnb pour ceux qui connaissent, en tout cas les développeurs. Et après, pareil pour le JavaScript. Donc, dans chaque partie,
on peut trouver comment ça fonctionne, voilà, comment écrire le code, ces choses-là, quelles sont les règles de nommage, comment je dois nommer mes fichiers, comment architecturer mon projet. Donc cette image, forcément, elle varie en fonction du projet sur lequel on se trouve, parce que chaque projet a à peu près sa propre architecture, donc elle peut varier d'un projet à l'autre. J'ai une partie lexique que j'aime bien avoir parce que tout le monde a des expériences différentes et personne n'a le même langage. Donc dans ce lexique, vous retrouvez ce que moi j'ai comme définition pour tous les mots que j'utilise, en tout cas au quotidien, et dans cette méthodologie. Donc il y a tout le lexique à l'intérieur. Et puis pour les CSS guidelines, vous avez toutes les règles pour écrire du CSS proprement et en suivant une méthodologie. Alors évidemment, ces méthodologies, c'est une méthodologie que moi j'ai écrite, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde et tous les développeurs, et elle n'est pas figée. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde a des choses à apporter, tout le monde a des connaissances. Et moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le partage. C'est aussi pour ça que je l'ai mise à disposition sur le Gitee. Je suis très ouvert à toutes les remarques que vous pouvez faire. Si vous voulez déposer des issues, des choses comme ça pour apporter votre patte à l'édifice, je suis tout à fait preneur de ça. Voilà. Donc cette méthodologie, c'est quelque chose que je fais évoluer au quotidien. À chaque nouveau projet, à chaque nouvelle nouveauté qui sort, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de coder, je vais venir l'améliorer et la transformer. Voilà, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, je suis Si vous preneur. avez des questions, soit vous activez votre micro, soit par le chat. J'en ai pas vu dans le chat. Moi, j'ai une petite question. Le site que tu l'as développé avec quelle technologie du coup? C'était trop clair. Ouais, c'est ça. Il y a 55 personnes, il y a bien quelqu'un qui a des questions. T'as activé le son de ton PC, personne qui parle. Ah Mais moi, j'ai pas le son. Moi, j'ai désactivé le son. Ah, moi non plus, moi aussi. Tu l'as. Tu veux pas tu actives ou pas? Non, Ah oui, du coup, désolé Alison, on n'a pas entendu ta question. C'est pas grave, je vais répéter. Je demandais du coup le site que tu as développé, c'était à l'aide de quelle méthodologie du coup? Enfin, quelle technologie plutôt? C'est du Vue, c'est... Alors, est-ce que tu peux recommencer? Parce que du coup, on avait recoupé le son. Je disais donc, à l'aide de quelle technologie tu as développé le petit site? Ok, le site, alors, il est développé avec VuePress. Donc, c'est un outil à base de Markdown. Je peux vous montrer ça si ça vous intéresse. Donc, en gros, c'est un outil VuePress dans lequel on vient juste faire de la config rapide via ici un nouveau fichier de config. En gros, on définit la navigation. Dans la configuration, ici, on définit la navigation. Et après, en fait, on crée nos dossiers et on crée juste des fichiers dans Markdown. Et après, il vient les lire et il génère ça automatiquement. Il y a une charte dans laquelle on peut modifier rapidement le design et la police. Et après, on peut rajouter des images. Voilà. Mais ça s'appelle VuePress. Ok, Et ça donc, marche, merci. ça s'appuie sur toutes tes expériences C'est ça. depuis que tu as commencé en front. À chaque fois, tu apprenais des choses, tu les notais dans un coin et tu as alimenté ce site, c'est ça? Exact, c'est exactement ça. D'autres questions? Définis-tu aussi des précours en termes de tests UI, comme des mocks, des réponses API? Attends, je vais relire la question visuellement parce que. Ouais. C'est une question de Vincent. Alors oui, effectivement, il y a des précaux en termes de tests UI. Alors sur une plateforme, en tout cas front, la plupart du temps,
Moi, j'utilise Cypress, qui est un outil qui permet de mettre en place des tests automatisés pour s'assurer que visuellement, on reçoit toujours les bonnes informations, que le parcours n'est pas cassé. En plus de Cypress, on a beaucoup de tests unitaires, évidemment, qui sont développés côté code, pour s'assurer que le code est toujours valide. Et aussi des tests de non-régression visuelle. C'est des outils qui sont à base de screenshots, qui prend des photos du site à un instant T. Et quand on pousse du nouveau code, on relance cet outil qui va refaire des screenshots et qui va les comparer. Et donc, si on a des régressions visuelles, il va nous les remonter. Donc, oui, des tests UI, oui, je préconise d'en mettre en place. Il existe énormément d'outils en fonction des technos sur lesquels on peut travailler. Alors, les mocks des réponses API, c'est un sujet dans lequel je suis en plein dedans. Chez Noroto, je peux en parler. Je suis pas fan des mocks. Les mocks, c'est pratique quand on n'a pas la data existante et qu'on veut avancer sur un sujet. Je reste plus fan d'avoir la vraie data tout de suite et la vraie API tant qu'elle répond. Après, utiliser des mocks, c'est très souvent, on peut pas passer à côté. Mais par contre, dans les tests utilisateurs, si c'est la question, oui, on utilise très souvent des mocks parce qu'on peut pas se fier à est-ce que l'API va toujours nous retourner la bonne information derrière. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question. Mais... Alors moi j'ai une autre question. Quand tu arrives sur un projet, comment tu fais avec tes équipes? Tu leur présentes le site et tu dis voilà les règles qu'on va essayer d'adopter. Il y a une bonne méthode par rapport à ça? Quand c'est un projet sur lequel j'ai la chance d'arriver au démarrage du projet, ouais. L'idée c'est en tant que tech lead, mon boulot est d'organiser l'équipe et donc de trouver une méthodologie de travail avec eux. Donc, moi, j'ai pour habitude de présenter cette méthodologie, mais de la laisser ouverte. De ne pas dire que c'est comme ça qu'on va travailler. L'idée, c'est d'embarquer tout le monde dedans. Si un développeur qui travaille dans quelque chose où il n'est pas convaincu, souvent, ça ne marche pas. Donc, l'idée, il n'est pas d'imposer, mais plutôt d'embarquer les gens dedans et de la faire évoluer en fonction du projet et de l'équipe. C'est hyper important. En fait, tout ce qui est écrit dedans n'est pas figé et est variable en fonction d'une équipe à une autre. Donc l'objectif, il est de travailler ensemble et pas d'imposer. Donc le meilleur moyen, ça passe par une présentation au démarrage du projet. Quand on met en place la stack du projet, voilà, on a tel projet, il faut réfléchir à la stack, comment on va construire cette stack et comment on va travailler autour de cette stack. Et là, on construit tout ensemble. Donc c'est plutôt un démarrage d'inspiration, de bonnes pratiques, ce que j'ai écrit. Et on part de cette inspiration pour écrire celle du projet réellement. Elle varie très souvent en fonction du projet. Par exemple, les règles de nommage ne sont pas toujours les mêmes, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je dois avoir une question. Donc merci pour la présentation qui était très intéressante. Moi, c'était plus sur quand j'arrive sur un projet qui a déjà pas mal vécu, je remarque souvent que côté front, il y a un petit souci, tout ce qui est question de documentation ou de commentaires dans le code, qui est parfois fait par les développeurs back pour la partie back-end, mais pour la partie front-end, souvent, je pense principalement sous JavaScript, c'est un peu moins carré ou moins bien fait. Est-ce que tu as des conseils à donner pour améliorer la méthodologie ou la documentation d'un projet pour la partie front-end? Alors, pour un projet qui est déjà existant, attends, faut attendre que Martin coupe le son. Pour un projet qui est déjà existant, il n'y a pas beaucoup de solutions. On va dire la meilleure solution, c'est de rentrer dans le code et d'aller commenter au fur et à mesure ce qu'on est capable de commenter et de comprendre. Pour un projet qui démarre, moi, ce que j'ai habituellement côté front, c'est le storybook. Le storybook, en fait, te fait commenter ton code. Du coup, pour pouvoir construire ce storybook, tu commentes aussi ton code.
Et donc, du coup, tu arrives rapidement à avoir un site front qui est documenté. Parce que pour construire ton storybook, tu es obligé de commenter ton code. Donc, la solution, elle est trouvée, tout simplement. Après, j'ai pour habitude, moi, dans les code review, quand un développeur pousse du code, s'il n'y a pas de commentaire, de lui demander de commenter son code. Parce que pour lui, le code, il est lisible, il est compréhensible, puisque c'est lui qui l'a écrit, mais pour celui qui passe après, en tout cas, si le code n'est pas si parlant que ça, au moins mettre un commentaire qui explique la finalité du développement qui est derrière. Ok, merci. Active ton son, toi, ce sera Ouais, mieux, je pense que ce sera mieux. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais il n'y a pas de solution miracle pour les sites déjà existants, mis à part repasser sur le code et commenter. Ouais, ça répondait bien à la question. Après, c'était plus si tu avais déjà des exemples de mise en forme, tout ça, que tu appliquais, qui avaient fait leurs preuves, mais je sais pas, ça dépend ok. pas les projets, tout ça. Quand tu vas sur Storybook, Je connaissais pas Storybook en fait jusque-là. non, je n'ai pas cliqué sur le bon. En fait, pour écrire un storybook, donc un storybook, ça ressemble à ça. C'est un site dans lequel en fait on peut parcourir tous les composants d'un site qui sont intégrés. Et après, en fonction de votre langage, ben, oui, c'est fait pour chaque langage, il y a une façon de faire. Et en fait, alors je sais pas si on peut. Là, voilà. Je pense que là, on peut le voir. Donc, on peut écrire des stories. Ces stories, en fait, vont être des fichiers qui vont expliquer comment ça fonctionne et comment on utilise le composant. Donc, en fait, à l'intérieur, on va vraiment avoir une explication via le code de comment fonctionne le composant et de ce qu'il est derrière. Donc, avec des commentaires tels qu'on peut le voir là. Donc, souvent, on écrit des commentaires pour expliquer. Et en même temps, comme on explique des stories qui peuvent se passer. Comme on explique une story, c'est très compréhensible derrière le code. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Très bien, merci beaucoup. Ouais. On passe à la suite ou... Ouais, on peut passer à la suite et puis on verra si quelqu'un. Bah, s'il y a d'autres questions, de toute façon, Ouais. je suis sur Teams. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Pas de souci. Je veux bien y répondre. Donc la prochaine, merci déjà de votre participation, hein. À un moment, on était à 55 en ligne, ce qui est vraiment pas mal sur 65 inscrits en plus. Donc la prochaine DLL sera sur l'UX et l'UI, plus particulièrement l'UX parce que c'est ce qui est peut-être le moins connu aujourd'hui. Elle sera présentée par Bertille. Et ça sera mi-septembre, le mardi 14 septembre. Donc vous recevrez, comme d'habitude, les formulaires d'inscription avec l'invitation qui suit avec les infos du webinar. Donc merci beaucoup à tous pour votre présence. Si vous aussi vous aimeriez animer une DLL, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir et vous pouvez le dire à Dorothée qui s'occupe de recenser justement tous ceux qui aimeraient participer au DLL et les sujets qu'ils aimeraient présenter. Donc voilà. Et après, on vous propose habituellement, mais là, du coup, c'est à toi de le faire parce que c'est toi qui es là. Alors, si vous pouvez activer votre caméra. Ouais, activez votre caméra et faites un petit coucou. J'ai essayé pendant la présentation de vous envoyer le fond de l'espace, mais en fait, j'arrive pas à vous envoyer de photo. J'étais dégoûté. Après, Et on va faire une petite capture d'écran de. tu mets un mode spécial du coup pour le. Non, tu vas juste voir tout le monde arriver. Et après, on peut à un moment faire un décompte pour voir. Faire un décompte pour voir tout le monde qui fait un petit coucou. Je vais mettre la musique. Allez, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je ne sais pas si j'ai réussi à en faire une dernière.
À chaque fois, j'en fais 2-3 quand même. Hein. On en refait une? Allez, on va encore faire une. Sans ton masque, Martin. Allez, je suis prêt. 1, 2, 3. Merci en tout cas.